Une valse à 1000 temps, et c'est une chanson que l'on dédie à notre invité aujourd'hui. Il s'agit du chef du gouvernement, Monsieur Mehdi Jama. Je ne sais pas si on révèle un secret ce matin en disant que c'est un fan inconditionnel de Jacques Brel. Monsieur Mehdi Jama, bienvenue. Bienvenue au sein de la maison de la radio tunisienne et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Bonjour, merci pour cette invitation surprise. Je ne savais pas que dans le programme on devait passer une demi-heure, mais c'est un plaisir. Alors, depuis Bourguiba, depuis le président Habib Bourguiba, c'est la première fois que le premier responsable de l'État tunisien se déplace au 71 avenue de la Liberté pour rendre visite justement aux journalistes, aux membres de cette grande famille de la radio tunisienne. Et c'est un signal fort, je suppose, pour ce qui est du soutien du service public en matière de médias. Tout d'abord, c'est un endroit mythique et je suis ravi d'être là parce que, quoi qu'on dise de la radio publique, avec tous les défauts, toutes les critiques qu'on peut avoir, c'est une radio qui nous a accompagnés pendant notre enfance et notre jeunesse, donc nous avons un rapport affectif particulier. Et puis c'est le moment aussi qui l'impose. On est à un moment où on se lance dans les premières élections présidentielles et législatives qui ouvriront, j'espère, une ère de démocratique périn. Et c'était important de m'arrêter moi-même sur les préparatifs et les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et puis je sais à quel point aussi vous avez souffert ces derniers temps et toutes les difficultés. Donc c'est très important d'aller les voir et venir les observer sur le terrain. Et c'est aujourd'hui aussi un plaisir de rencontrer toutes ces ressources jeunes et dynamiques qui sont prometteuses. Et je pense, malgré les difficultés, ma première impression, c'est que vous allez vous en sortir. On l'espère, et en tout cas, on compte beaucoup sur le soutien de l'État pour le service public, parce que ça reste quand même la moelle épinière de ce pays. Tout à fait. Bon, l'État, il a un rôle à jouer, mais je pense, vu les difficultés auxquelles est affronté l'État, là, on parle de la radio, mais partout c'est la même difficulté. Je pense que c'est un effort nécessaire de l'État, mais aussi un effort conjugué de l'ensemble qui doivent porter du personnel, plus particulièrement, qui doivent porter ce service public. Donc je compte beaucoup, moi, dans un premier temps, sur les motivations, mais aussi sur la nécessité de l'État d'intervenir et de rationaliser les moyens, parce que les moyens ne sont pas infinis aujourd'hui. Au contraire, l'État ne dispose pas des moyens dont il disposait avant, mais nous devons rationaliser les choses dans l'espoir d'en offrir davantage dans l'avenir. Alors, les dossiers ne manquent pas sur le bureau du chef du gouvernement, et des dossiers plus brûlants les uns que les autres. On va peut-être commencer par le grand défi, le grand pari pour ce gouvernement, c'est réussir cette dernière phase de la transition, réussir les élections législatives et présidentielles. Alors, comment se présentent les choses aujourd'hui? Comment se présente ce défi dans sa phase finale? On est au dernier virage pratiquement. Nous avons commencé, vous savez, l'une des priorités, ou je dirais même que la priorité des priorités de ce gouvernement, c'est de faire aboutir ce processus de transition avec des élections organisées dans les meilleures conditions et d'offrir les environnements nécessaires pour que ce soit, le cas. Donc dès le début, nous avons travaillé sur ce dossier, et plus particulièrement depuis 2-3 mois, nous avons commencé réellement les préparatifs à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sécuritaire, logistique, organisation. Donc de ce côté-là, je pense que nous avons avancé, nous avons des plans qui sont prêts, qui sont élaborés, nous avons des dispositifs qui sont prêts à fonctionner pour assurer la phase terminale, la phase finale de ces élections. De ce côté-là, nous sommes prêts. Et puis nous avons aussi avancé sur pas mal de dossiers pour assurer la neutralité de l'État qui intervient directement dans les élections, assurer aussi, vous savez, on a été confronté à des problèmes sécuritaires très très importants. J'en profite pour saluer toutes les forces de l'ordre, garde nationale, sécurité nationale, l'armée aussi, qui contribue énormément, pour avoir agi
d'une manière très active et très déterminée, malgré parfois le manque de moyens, mais beaucoup de détermination, et on a réussi dernièrement, en fait, dans ces derniers temps, réellement à donner des coups sérieux à tous ceux qui menacent ce processus, et nous savons que leur objectif aujourd'hui, premier dans la région, c'est de faire échouer ce processus. Donc, beaucoup de choses au préalable ont été faites depuis l'entrée en exercice de ce gouvernement, et beaucoup de planification, beaucoup d'organisation ces derniers temps pour que l'on soit prêt le jour J aussi et réussir cet acte et chasser toutes les menaces qui planent sur cet acte-là. Mais nous le faisons aussi de concert avec l'ISI, qui a un rôle encore très important à jouer parce que nous ne pouvons pas intervenir directement sur l'organisation, nous offrons les moyens et les environnements pour sa réussite et une excellente collaboration avec l'ISI aujourd'hui pour avancer de concert, et nous comptons sur tous les acteurs aussi, hein, parce que ça ne suffit pas tout ça, il faut une ambiance aussi politique très saine, et je pense que aujourd'hui l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de la société civile est consciente de la nécessité d'offrir aussi un vrai exercice démocratique, des débats qui touchent le quotidien et le souci du citoyen tunisien, et qu'on s'éloigne de l'exercice qu'on avait connu auparavant, qui était plus dans le tiraillement. J'ai bon espoir pour que ça se passe bien, ça contribuera aussi à la réussite de ces élections. Alors, on va revenir à la question sécuritaire. Monsieur Mahdi Jama, on est tous ravis de voir que la lutte contre le terrorisme est en train de prendre une autre dimension aujourd'hui avec cette cellule de crise que vous avez créée, avec la conjugaison des efforts des différents départements impliqués dans la question. Mais la question qui revient très souvent, pourquoi avoir tant attendu? Pour certains, on aurait pu déclencher ce processus plus tôt. Bon, on peut toujours le dire, hein, mais moi je vous assure, dès le premier jour, c'était mon premier souci. Je savais que la priorité c'était les élections, la feuille de route, mais une condition sine qua non pour l'ensemble de l'action du gouvernement et pour la sérénité de ce pays aussi, c'était d'assurer la sécurité. Or, je savais dès le début, avant même de rentrer dans le gouvernement, dans les premières consultations, qu'on était exposé à des dangers sécuritaires assez importants, donc c'était ma priorité. Donc il fallait procéder. Tout d'abord, il y avait des choses qui étaient en cours, on avait frappé dès la première semaine ou la deuxième semaine, mais après, je savais que, en fait, hein, on a évalué l'étendue du mal, et qu'on ne peut pas rentrer dans une guerre sans l'avoir préparée. Et rappelez-vous le contexte, hein, il y avait beaucoup de tiraillements politiques, les choses n'étaient pas organisées sur le plan sécuritaire comme il le fallait, parce qu'on revenait d'une situation où quand même, post-révolution, où l'État était ébranlé, c'est la définition même d'une révolution, c'est d'aller secouer l'État, et surtout l'institution sécuritaire, et petit à petit les choses ont évolué, mais nous avons préparé les choses, nous avons agi, on n'est pas resté les bras croisés, mais il fallait rendre confiance aussi à l'ensemble du staff sécuritaire. Et puis, comme je dis, en fait, hein, tout le monde se focalisait sur le matériel, les équipements. C'est important, les équipements. Moi, dans mon expérience précédente, contrairement à ce qui est connu, j'étais dans une activité où, quand même, mes interlocuteurs étaient pour la moitié des gens qui étaient concernés par la sécurité et les aspects militaires. Donc, je savais qu'il y avait une approche aussi à installer à travers des changements, et que la première chose à préparer, c'est d'avoir la foi dans la cause qu'on défend, de motiver les gens qui sont sur la première ligne, de les motiver pour aller défendre cette cause, aller défendre cette nation, cette patrie, et puis d'accepter aussi de recevoir des coups. C'est très important. On ne va pas dans une guerre, parce que j'avais conscience que c'était une guerre qu'il fallait, ce n'était pas des opérations, vu l'étendue du phénomène. Et donc, c'était la préparation mentale, la motivation des troupes. Et là, fort heureusement, on est arrivé, ils sont arrivés réellement, et on voit aujourd'hui le degré de motivation, et à accepter aussi les dégâts s'il le fallait. Mais, parce que c'est comme ça, c'est une guerre. Deuxième chose, donc c'est cette foi dans sa cause. La deuxième chose, c'était l'organisation et la préparation. Parce que tout se planifie, tout s'organise,
tout, et on a travaillé sur ce côté-là. Et puis, troisièmement, c'est les équipements, effectivement. Et là, on a travaillé à travers toutes les discussions, tous les voyages et les contacts qu'on a pu avoir. C'était une des questions que j'évoquais avec nos interlocuteurs, et je pense que de ce côté-là, on a avancé. Et d'ici la fin de la mission, j'espère qu'on aura équipé au moins l'ensemble du dispositif sécuritaire, militaire et sécurité nationale, des équipements nécessaires, et on le voit aujourd'hui. Donc, il y avait cette montée en puissance qui était nécessaire pour réellement être dans une guerre frontale contre le terrorisme. Nous arrivons, et puis je dois vous avouer aussi que j'étais vraiment très imprimé par la perte de 14 soldats. J'ai considéré que leur sang était quelque chose quand même de très lourd. Comme responsabilité à porter pour un chef du gouvernement. Oui. Tout à fait, et qu'on devait passer à la vitesse supérieure. Et c'était aussi le cas pour l'ensemble du dispositif sécuritaire qui ont vécu ça dans leur âme, dans leur tripes, et qui voulaient réagir d'une manière beaucoup plus vigoureuse. Mais je vous dis que ce n'était pas possible avant parce qu'il y avait des préalables et des préparatifs, il y avait une montée en puissance. Et aujourd'hui, nous avons un dispositif qui est très efficace, mais nous devons rester vigilants, quel que soit le degré de préparation, quel que soit le degré d'équipement. C'est une guerre qui est asymétrique et il faut accepter les dégâts, il faut faire le nécessaire pour les éviter, mais il faut accepter les dégâts. Il n'y a pas de guerre sans dégâts. Même les grandes puissances l'ont comprise dans les guerres récentes aussi, quel que soit le degré de préparation et d'équipement. Et je pense que de ce côté-là, moi je cite le cas, enfin, il y a des cas que je vis, enfin, je suis sur le terrain, il y en a qui ont été touchés par des actes terroristes, de la garde nationale, du dispositif de sécurité, jambes amputées, et qui reviennent à la bataille avec le sourire et avec la même volonté. C'est ça, la victoire contre le terrorisme. Le terrorisme, il veut nous terroriser. Notre première victoire sur lui, c'est de ne pas se laisser terroriser, mais plutôt de les terroriser. Et je peux vous assurer aujourd'hui, sur le territoire tunisien, on est dans ce cas de figure. Ils le sont, nous ne le sommes plus. Alors, une autre guerre est pas plus simple que celle contre le terrorisme, c'est la guerre contre la corruption, donc un mal plus insidieux, et on parle aujourd'hui carrément de culture de la corruption dans notre pays. Quand on a envie de redresser l'économie d'un pays, on commence aussi par là. Je pense, vous avez parlé de la sécurité, du terrorisme, maintenant vous parlez de la corruption. Il y a autant et énormément en fait de problèmes, que ce soit fondamentaux ou de passage, qui doivent être traités pour que l'on puisse réellement faire une vraie transition vers une société moderne, structurée, et puis se donner aussi l'environnement nécessaire pour une croissance, un développement. Donc la corruption en fait partie. Je pense que effectivement, c'est pas quelque chose qui se décrète en fait, c'est dans le comportement. En tout cas, moi je peux vous assurer qu'au niveau du gouvernement, la question éthique est au centre de ce gouvernement. C'est dans le contrat qu'on a passé tous ensemble avec les ministres et tous ceux qui travaillent autour de moi, c'est de garder l'intégrité, et je l'ai rappelé dernièrement, et je pense que c'est plus que, ça ne vient pas que de moi, c'est l'ensemble de l'équipe qui a contracté sur ça. C'est de l'intégrité, et ça viendra petit à petit à travers tout l'arsenal juridique aussi qui se met en place, mais le plus important, ça le deviendra périn, quand ça deviendra dans le comportement, mais c'est l'œuvre de tous aussi. Il faut qu'on en soit conscient que cette voie-là n'est pas la bonne, même si on a des profits, c'est à court terme. Ce pays, il y a la corruption, il y a le commerce parallèle, l'économie parallèle, la contrebande, tout ça, c'est des phénomènes qu'il faut chasser, c'est des phénomènes qui deviennent un peu lourds à traiter, mais nous avons la volonté réellement, et nous avons commencé à les traiter, et j'ai pris l'engagement de commencer le traitement de ces problèmes, et avant de partir, je pense que on signera du progrès sur ces plans-là, mais c'est une œuvre qui doit se continuer en fait, après ce gouvernement-là. Et des phénomènes comme ça, quand ils touchent une partie, je ne dirais pas une large partie, mais une partie de la société, ça va demander un peu de temps, mais il faut rester sévère sur ces questions-là, sans ça on ne s'en sortira pas. Oui. Alors, pour annoncer la prochaine chanson, quel type de négociateur est Mehdi Jamaa ?
Moi, avec l'expérience que j'ai eue dans le passé pour avoir négocié des contrats dans différentes cultures, dans différents milieux, je pense qu'il y a quelques règles de base que je respecte. C'est de bien préparer ses dossiers, de bien savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne peut pas aller, et puis de garder la sérénité et de respecter son interlocuteur avec qui on discute. Ça, c'est des règles de base. Donc voilà, je travaille toujours en connaissance de cause, j'essaye en tout cas de travailler en connaissance de cause, et puis de trouver un terrain d'entente pour que le deal soit gagnant-gagnant. Et surtout, c'est très important quand la situation est très difficile, comme la situation actuelle, où tous les compromis sont difficiles à trouver, donc il faut garder de la sérénité. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas de Jacques Brel, mais dans les affaires de cœur, c'est tout autre chose. Alors, on l'écoute et on revient pour la dernière partie de cet entretien.